pour terminer aujourd'hui le cours sur le travail. On va faire la troisième partie du cours sur le travail. Alors, bon, je sais qu'hier j'ai posté ce qui concernait la deuxième partie du cours. C'était vraiment, voilà, c'était assez costaud. Il y avait beaucoup de choses à dire. Je sais que c'est long, je sais que ça représente beaucoup de travail pour vous, mais voilà, faut pas vous illusionner. Ce sont des cours. On peut pas faire des petites capsules de 5 minutes, un peu sympa, juste et rigolote comme ça. Un cours, bon, c'est quand même voilà, c'est substantiel, donc patience, courage. Et on est en période de cours, il faut travailler, hein. Ceci dit, je vais quand même faire des vidéos un peu plus courtes. Là, hier, c'était vraiment très long, donc je vais faire, voilà. En fait, je vais diviser le grand 3 en deux vidéos. Plutôt que de faire une méga vidéo, je pense que c'est mieux, ce sera plus facile à télécharger pour moi aussi. Travailler est-il seulement une triste nécessité? Voilà, c'est le sujet du grand 3, après avoir vu donc la critique du travail aliéné par Karl Marx. Alors, dans le grand 3, je vous explique l'idée que je voudrais suivre, que je voudrais développer. Tenaille, on est pris en otage simplement entre, comment dire, la valorisation extrême du travail et la critique extrême du travail, sachant que donc la première est peut-être complètement naïve et compte tenu en fait de la réalité des rapports économiques, et que la seconde est peut-être complètement pessimiste et défaitiste. Bon, je crois notamment que la première de ces deux solutions, à savoir bon, la valorisation extrême du travail, le travail, c'est la santé, l'épanouissement, le bonheur, la réalisation de soi. Bon, c'est un discours, faut pas se leurrer, c'est un discours qui est très idéologique, par exemple, c'est un discours qui est, voilà, qui correspond beaucoup, comment dire, aux pratiques du management, quoi, hein, qui consiste à persuader les salariés que, voilà, en se donnant à fond à leur entreprise ou en télétravaillant, ils vont pouvoir se réaliser, connaître un nirvana professionnel. Bon, alors, oui, même aujourd'hui, dans certaines grandes entreprises, paraît-il, enfin, je pensais que c'était une blague quand on m'en a parlé, on m'a assuré que c'était vrai, bon, des happiness managers, c'est-à-dire donc des gens qui s'occupent de faire votre bonheur. Et ça, par contre, c'est pas une blague. Il y a des tas maintenant de grandes entreprises, c'est la mode, qui emploient des architectes d'intérieur pour designer l'intérieur des bureaux. C'est très bien, heureusement, quoi. Oui, enfin, sauf que là, ce dont je parle, c'est faire des toboggans pour rejoindre pour partir de l'étage de la direction vers le rez-de-chaussée du siège, des salles de détente, des flippers, des baby-foot, bon, enfin, c'est-à-dire vraiment tout pour que l'employé se sente en fait, voilà, en famille, dans une grande situation de bonheur, etc. Alors on peut se dire ah, c'est super quoi qu'on consacre de l'argent au bien-être des salariés, c'est formidable. Ou alors peut-être qu'on peut aussi être un peu plus critique et se dire un petit peu comme la Boétie, avec la Boétie, qu'il faut divertir les gens pour éviter qu'ils réfléchissent trop à leur situation et donc infantiliser les gens, ça fait partie aussi du, du, d'une stratégie peut-être pour rendre acceptable l'aliénation finalement, hein. Il y a des tas l'aliénation aujourd'hui, c'est peut-être plus Chaplin dans les temps modernes qui se fait avaler par la machine. Vous savez, le film de Chaplin, les temps modernes, euh, je sais plus, il a été tourné en 1927 peut-être. Je crois, je suis pas complètement sûr, faudrait vérifier. Bon, c'est un film, bon, avec, comment dire, c'est une mise en image de l'analyse marxienne de l'aliénation. Hein, vous savez, Chaplin aura ensuite, pendant les procès, pendant le macartisme, beaucoup d'ennuis et devra quitter Hollywood puisque, voilà, il est clairement un militant socialiste et ça se voit très clairement dans ses films. Bon, alors peut-être que l'aliénation aujourd'hui c'est plus ça. Peut-être que les usines aujourd'hui, comme on disait hier, ce ne sont plus, dans la précédente vidéo, ce ne sont plus de grands endroits insalubres et sales et bruyants, hein. Bon, néanmoins, l'aliénation, ça existe peut-être aujourd'hui, mais sous d'autres formes, chez nous, hein, pas forcément en Asie ou Dieu sait où. Non, il y a des gens qui acceptent en fait des conditions de travail ahurissantes, euh,
parce que c'est valorisé, parce que on vous donne un téléphone professionnel, un super ordinateur que vous emporterez à la maison. Donc il faudra finir le dossier peut-être ce week-end, hein, pour qu'il soit prêt lundi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'aliénation en fait change de forme certainement, parce que le travail change de forme, mais l'aliénation n'est pas forcément près de disparaître, hein. Ce serait naïf d'imaginer ça. Bon, mais enfin de l'autre côté, la critique sociale du travail, Marx, Lafargue, c'est quand même quelque chose bon qui donne pas beaucoup. Et vous voyez l'attitude de Paul Lafargue par rapport au travail, c'est le rejet du travail, hein, l'éloge de la paresse. Et peut-être le fait la traduction de la critique, d'une certaine critique de gauche du travail, critique qu'on trouve chez Marx, hein, qui effectivement présente le travail sans qu'on voit guère de solution à part faire la révolution. Donc voilà, est-ce qu'on est coincé dans cette triste alternative, hein? En même temps, je voudrais quand même préciser que le diagnostic de Marx, il peut être faux sur un certain nombre de points, peut-être, hein. Néanmoins, je veux dire, l'idée générale de l'aliénation économique, ça me semble tout à fait d'actualité, même plus que jamais. Je veux dire par là que l'aliénation des travailleurs aujourd'hui se traduit par une réalité très simple, c'est que la rémunération du travail ne cesse de décroître, de reculer face à la rémunération du capital. C'est-à-dire que quand on partage les richesses produites dans une entreprise et qu'on décide quelle part va aller aux salariés pour payer ceux qui ont produit la richesse, et quelle part va revenir aux actionnaires, donc la part qui rémunère le travail, la part sociale, et la part du capital, hein, pour rémunérer le capital de l'entreprise. On s'aperçoit qu'en France, cette part ne fait que reculer, et dans les pays occidentaux de même. Le rapport Oxfam de l'an dernier établissait que nous sommes aujourd'hui dans une situation où 1% de la population mondiale capte 90% des richesses produites, enfin des richesses dans le monde. Ce qui veut dire que 99% de la population mondiale se partage, donc, si j'ai bien compté, les 10% de la richesse mondiale. Quand on compte le nombre de milliardaires, on s'aperçoit qu'ils possèdent une part de la richesse mondiale, en fait, de plus en plus importante. Ou pour dire la même chose autrement, si on regarde combien de personnes possèdent, alors je ne sais plus quel est le chiffre, 80% en fait, ça doit pouvoir marcher un peu avec tous les chiffres, 80% de la richesse mondiale, on s'aperçoit que le nombre de milliardaires qui correspond, vous voyez, à ce 80% ne cesse de se réduire. Et non pas parce qu'il y a de moins en moins de milliardaires, c'est pas ça, mais parce que, en fait, les richesses sont de plus en plus concentrées. C'est-à-dire que ce que possédaient à plusieurs 200 milliardaires il y a 10 ans, aujourd'hui, en fait, ce sont 20 milliardaires qui le possèdent. Vous comprenez, c'est-à-dire que la concentration des richesses ne cesse d'augmenter. Et ça veut bien dire que ces richesses, elles ont quand même été prises à des gens qui les ont produites, qui ont travaillé pour, qui ont mis leur énergie, leur corps, leur vie pour produire des richesses, en fait, qui sont captées par d'autres. Voilà. Donc, le diagnostic de l'aliénation n'est pas du tout inactuel, hein, mais maintenant, est-ce qu'on doit simplement en conclure comme Lafargue que de toute façon le travail n'a aucun intérêt, hein, parce qu'au fond c'est très contradictoire de conclure ça, parce que ça signifie que pour que le travail ait un intérêt, il faudrait qu'en fait il soit essentiellement la voie de la fortune. Peut-être qu'en fait il y a une autre finalité du travail. Voilà, c'est ça que je propose, c'est à ça que je propose de réfléchir. C'est pour ça que j'ai tenu à vous parler de la vision chrétienne du travail dans la première partie, qui est une vision originale, puisque en fait dans cette vision, l'économie a une finalité qui n'est pas uniquement l'enrichissement personnel. Et je crois que c'est cela qu'on n'arrive plus du tout à penser aujourd'hui, hein, que l'économie puisse avoir une autre finalité que l'enrichissement personnel. Alors je dis pas ça pour dire qu'il faut reconstruire des cathédrales et faire des croisades ou je ne sais quoi, pas du tout. Non, je veux dire simplement que c'est intéressant de réfléchir à des modèles économiques qui ne se résument pas simplement à la quête de l'égoïsme ou de l'individualisme. Voilà. Alors pour réfléchir à ça, je voulais vous présenter un peu en fait finalement
le l'alternative ou le débat entre deux formes de pensée socialiste, qui sont d'une part celle de Karl Marx et d'autre part celle de Pierre-Joseph Proudhon. Alors, ce sont deux philosophes du 19e siècle, deux socialistes, qui se sont connus, qui se sont fréquentés, qui ne se sont pas vraiment appréciés. Vous allez voir pourquoi. Ils représentent tous les deux, en fait, deux tendances du socialisme qui vont s'opposer en France au 19e siècle, et pas qu'en France, et qui cet affrontement se terminera en fait par la victoire du courant marxiste contre le courant proudhonien. Proudhon, on le classe fréquemment dans le rang, c'est tout à fait juste, des anarcho-socialistes, c'est-à-dire qu'il y a deux formes d'anarchisme, on verra ça dans la prochaine vidéo, l'anarchisme individualiste et l'anarchisme socialiste ou l'anarcho-socialisme. Alors, Proudhon est représentatif de la deuxième et d'une vision du travail, justement, qui me semble très intéressante, qui me semble très positive surtout. C'est un anarchiste qui a une vision très positive du travail. Et oui, ça existe. On a tendance peut-être à imaginer le contraire, mais c'est faux. Hein. Il représente une vision du travail qui me semble extrêmement pertinente pour aujourd'hui. Alors, on va en parler dans le cours. Pour l'instant, petit 1, l'acte de travailler présente-t-il seulement un sens individuel? Alors ici, je crois que pour poser correctement le problème, il faut parler d'Adam Smith, la célèbre thèse d'Adam Smith. Alors je vous ai mis un petit portrait d'Adam Smith ici. Bon, Adam Smith, c'est un philosophe écossais des Lumières, c'est l'ami de David Hume qui a écrit en 1776 An Inquiry about The Wealth of Nations, je crois, ou c'est ça le titre, de la richesse des nations. Enquête sur la richesse des nations. Et dans les premières pages de ce livre, on trouve une page extrêmement célèbre, ce livre, pardon, qui deviendra vraiment le classique du libéralisme, vraiment le livre voilà, qui définit le libéralisme classique, hein, le libre-échange. Dans les premières pages, donc, on trouvera ce passage extrêmement célèbre, c'est dans le livre 1, dans lequel Adam Smith se demande à quoi en fait sont dus tous les bienfaits de la civilisation. Alors ces bienfaits sont apportés par le commerce et par l'industrie et enfin les échanges en général. Hein, et Adam Smith se demande quel est le ressort humain qui est derrière. Pourquoi les hommes en fait se mettent-ils à travailler? Donc quel est le ressort du travail finalement? Hein, l'analyse qui est très célèbre qu'on avait déjà évoqué en cours, c'est que d'après Adam Smith, il ne faut pas chercher le principe du travail dans une sorte de principe altruiste, mais simplement dans l'intéressement personnel. Hein. Ce n'est pas de l'amour de l'humanité que je dois attendre le pain que me vend le boulanger, mais de son intérêt bien compris. Alors il prend 3 exemples, le brasseur qui vend sa bière, le boucher qui vend sa viande et le boulanger qui vend son pain, pardon, et dans aucun des 3 cas, en fait, on ne peut compter sur la philanthropie de chacun de ces commerçants. Si ces commerçants font du travail, nous rendent service, nous font manger, etc., ce n'est pas par amour de nous, ce n'est pas par amour de l'humanité, mais c'est parce qu'ils ont compris que leur intérêt, c'était de bien travailler pour gagner de l'argent, pour faire revenir les clients. Voilà. Donc, en fait, la thèse d'Adam Smith repose sur un fondement anthropologique très clair, c'est que l'intéressement personnel est le moteur principal qui fait que les gens travaillent et que les gens essayent de faire de leur mieux. Hein, voilà. Alors, on avait évoqué cette idée également, historiquement c'est un petit peu avant, chez Bernard Mandeville, enfin un petit peu avant, je crois. Bernard Mandeville, la fable des abeilles, c'est 1720 par là, je crois. J'ai plus la date exacte en tête. Bon, Adam Smith, effectivement, ne fait que développer sous un jour théorique, conceptuel, la fable des abeilles de Bernard Mandeville, hein, c'est-à-dire que finalement, la ruche qui est la mieux organisée, la plus productive, c'est celle où les gens pensent à eux et seulement à eux. Hein. Enfin, les abeilles, pardon, pensent à elles et seulement à elles. D'accord. Donc voilà, c'est ça en fait ce qu'on peut appeler l'anthropologie du libéralisme, ce que j'ai écrit voilà ici. L'anthropologie du libéralisme, c'est l'idée que finalement, fondamentalement, les hommes pensent à leur propre intérêt. C'est cela qui les rend productifs, c'est ça qui les fait agir, c'est ça qui fait que le travail fonctionne, que la société marche, etc. Bon, alors est-ce que c'est vrai? C'est ça la question. Ici, je crois qu'il est temps de remettre en question en fait cette pseudo-évidence
Et pour le faire, je m'appuierai ici sur un passage très célèbre qu'on trouve à la fin du livre 1 de la République de Platon. République, livre 1. Platon, fait parler Socrate, dans cet ouvrage, qui est lancé dans une grande discussion pour savoir ce que c'est qu'un bon gouvernant. Alors, vous allez me dire, c'est une autre question. Le bon gouvernement et le travail, ce sont deux choses différentes. Oui, oui, je suis d'accord, ce sont deux choses différentes. Mais Socrate propose une analogie pour comprendre ce que c'est qu'un bon gouvernant. En fait, il est en pleine discussion avec Thrasymachus, un interlocuteur qui en fait le malmène et qui lui dit écoute Socrate, tes grandes idées sur la justice ce sont des fables, en fait un gouvernant c'est quelqu'un qui exploite le peuple à son avantage, c'est ça un vrai gouvernant, donc en fait il faut parvenir au pouvoir pour exercer sa rapacité. Bon, vous voyez qu'il y a une thématique commune avec l'anthropologie du libéralisme, disons de l'intéressement personnel. Bon. Et Socrate dit bah, écoute, c'est une thèse très intéressante, on va voir si c'est vrai, on va voir si quelqu'un qui connaît vraiment son affaire n'est intéressé que par son intérêt personnel. Hein. Est-ce qu'un vrai gouvernant ne s'occupe que de s'enrichir ou disons de faire valoir ses intérêts, ou est-ce que c'est un faux gouvernant qui fait cela? Et donc pour réfléchir à cette question, Socrate propose des analogies que nous avions déjà évoquées en cours, je crois. Hein, qu'est-ce qu'un vrai médecin? Qu'est-ce qu'un vrai pilote? Qu'est-ce qu'un vrai soldat? Voilà, c'est des questions qu'on peut poser hein, pour résoudre ça. C'est-à-dire que est-ce qu'un vrai médecin cherche surtout son intérêt personnel, ou bien est-ce qu'il cherche l'intérêt de son patient, ou bien est-ce qu'il cherche l'intérêt de son art, la médecine? Hein, de même, un vrai pilote de navire, un vrai capitaine, cherche-t-il son intérêt personnel, cherche-t-il l'intérêt de ses passagers ou cherche-t-il l'intérêt de son art, la navigation? De même pour un soldat. Bon. Et la conclusion de tous ces exemples, c'est qu'un vrai médecin, c'est quelqu'un qui cherche en fait à servir ses patients. Un vrai pilote, c'est quelqu'un qui cherche à servir ses passagers. Un vrai soldat, c'est quelqu'un qui cherche à être utile à ses concitoyens. C'est pas quelqu'un qui cherche à être utile à lui-même, parce que sinon ça devient un pillard, c'est plus un soldat. Ainsi, il s'arrête dès qu'il est sur un champ de combat, pour un théâtre de combat, pardon, pour aller piller les maisons abandonnées. Bon, c'est plus un soldat, c'est un pillard ou c'est un mercenaire. De même, de même un pilote, voilà, qui ferait comme le Coréen, vous savez, qui avait abandonné son navire quand son navire avait fait naufrage avec je sais plus, plusieurs centaines de collégiens à bord et qui avait fait passer la consigne restez dans vos cabines, surtout ne sortez pas. Hein, et lui, c'était carapaté. Bon, ça c'est pas un pilote, c'est pas un pilote. C'est un pirate ou c'est un escroc, mais c'est pas un pilote. Un médecin, par exemple, qui mettrait finalement un peu le couteau sous la gorge, comme cela malheureusement arrive en vrai dans la réalité. Hein. Le couteau sous la gorge à ces patients qui seraient souffrants pour leur dire bon, ben voilà, vous êtes très gravement malade, vous avez besoin d'une intervention très difficile et très exceptionnelle que très peu de gens peuvent faire, dont moi. Donc, en fait, je me prévaux de mon excellence pour vous demander des honoraires magnifiques. Bon, alors, aucun médecin n'a jamais dit cela, on est d'accord. Mais il n'empêche que la pratique de certains spécialistes qui demandent des honoraires extraordinaires en arguant du fait qu'ils sont les meilleurs, hein, cela revient à ça. C'est-à-dire que c'est un chantage à la santé des patients et un médecin qui se respecte ne fait pas cela. Je ne suis pas du tout en train de dire du mal des médecins, mais des faux médecins, de certains médecins qui, en fait, utilisent leur art pour non pas améliorer la santé, enfin, pas principalement pour améliorer la santé des patients, mais pour exercer leur intérêt. Et en fait, cette macabre stratégie, cette triste stratégie est même directement contraire en fait au serment d'Hippocrate que les médecins prononcent depuis, je ne sais pas depuis quand, mais depuis fort longtemps, et qui dit très clairement le médecin soignera les patients sans considérer leurs opinions, leur religion, amis, ennemis, et sans considérer leur état de fortune. Ça fait partie du serment d'Hippocrate. Hein. C'est-à-dire que le médecin se voue
à sa tâche, et il y a certainement en ce moment beaucoup de médecins qui le vivent ainsi, hein, qui vont au contact de malades qui peuvent les contaminer d'un virus, mettons, hein, un virus qui peut peut-être être grave selon l'âge du médecin, mais bon, les médecins qui y vont quand même, voilà, ça c'est des médecins. Bravo, hein, pour ceux qui pratiquent leur métier avec avec ce sentiment oui, se consacrer, quoi, se consacrer aux patients. C'est ça, en fait, un homme de l'art. Un soldat, c'est pas quelqu'un qui cherche son intérêt, c'est quelqu'un qui cherche à défendre la liberté de ses concitoyens. Un pilote, c'est pas quelqu'un qui cherche son intérêt. Je veux dire, bon, bah, j'avais pris l'exemple en cours. Moi, si je cherchais uniquement mon intérêt, hein, bon, bah, mon intérêt, c'est pas de corriger des copies jusqu'à une heure avancée de la nuit. Hein. Je pourrais aussi bien aller mettre une note rapide, vite fait, pas m'embêter à mettre des annotations, etc. Hein, et puis bâcler ça en 2 temps 3 mouvements, ce serait pour moi plus avantageux que d'essayer de faire au mieux en vous mettant tout. Bon, vous comprenez maintenant, c'est ça en fait, un homme de l'art, quelqu'un qui fait son métier sérieusement, c'est quelqu'un en fait qui cherche l'intérêt de ses patients ou de ceux pour qui il agit. C'est-à-dire qu'en fait, travailler, c'est donner. Hein, c'est pas ramener à soi, mais c'est donner quelque chose aux autres. Hein. Et donc, je crois que là, il y a quelque chose qui est fondamentalement erroné dans l'anthropologie du libéralisme. Voilà. Ça, en fait, on peut le voir à tous les niveaux. Je sais pas, un bon maçon, un bon électricien, etc. C'est pas quelqu'un qui bâcle ses chantiers pour pouvoir, vous voyez, passer moins de temps dessus, hop, passer à autre chose et enquiller et faire du chiffre. Hein. Un vrai maçon, un vrai plombier, c'est quelqu'un qui fera les choses nickel, pour que ce soit bien, pas pour que ça lui rapporte plus d'argent, forcément, pas forcément, mais parce que voilà, c'est son métier qui importe, c'est-à-dire que c'est la chose même qui importe. Hein. Voilà. Bon, je m'arrête là pour le petit 1 et je vous retrouve dans la prochaine vidéo, dernière vidéo de ce cours.